Place donc à l'actu décalé du jour et ainsi que je vous le disais à l'entame de l'émission, demain, vendredi 8 mars 2024, eh bien, la communauté internationale célébrera la journée internationale des droits des femmes. Et pour coller eh bien, à cette célébration, rappelons que le thème de cette édition est libellé ainsi qu'il suit, investi en faveur des femmes, à accélérer le rythme. Et donc, pour coller à cette thématique, on se propose ce matin, sur Matin d'Éden, au travers de l'actu décalé, de parler eh bien, d'inclusion financière des femmes agricultrices. Je vous avais dit que j'allais y arriver. Donc, des femmes agricultrices en Afrique. Et mes invités du jour sont le docteur Eustache Pochemin. Il est agronome, spécialiste en phytotechnique, pardon, amélioration des plantes et sciences des semences. Il est Tout à fait. militant pour les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, puis de résilience vis-à-vis des changements climatiques. Il est aussi président de la conférence des commissions du Parlement des jeunes pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Docteur C'est bien ça. Pochemin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, c'est bien Bienvenue. ça, merci. Et juste en face de vous, puisqu'on parle des femmes, on reçoit justement une femme, une dame, Madame Khoudano Golda. Elle est juriste de formation, consultante en droit, passionnée par et milite d'ailleurs sur les questions liées à la paix, au genre et à l'environnement. Elle est chargée de plaidoyer donc au niveau d'une organisation non gouvernementale de la place. Madame Khoudano Golda, bonjour. Bonjour, Bienvenue. merci. Bonne célébration à vous déjà par anticipation. Merci, c'est gentil. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir en plateau pour parler donc de ce sujet ô combien important, l'inclusion financière des femmes agricultrices en Afrique. Première question, déjà, qu'est-ce qu'on entend par inclusion financière, Madame Houdano? Alors, monsieur le journaliste, je vous remercie beaucoup. Alors, on entend par inclusion financière. L'expression inclusion financière fait référence à l'accès et à l'utilisation équitable, je mets l'accent sur équitable, et généralisée par tous les membres de la société des services financiers, mais en particulier des populations défavorisées et marginalisées. Alors, pour être plus clair, vous allez voir dans les sociétés, dans toute société, dans les pays tels que le Bénin, il y a des institutions financières, mais aussi des établissements financiers qui offrent des services financiers. J'entends par services financiers les comptes bancaires, les crédits bancaires, les assurances. Ce n'est pas une liste exhaustive des services financiers. Mais proposés. Voilà. Et on remarque qu'en Afrique, beaucoup de populations sont marginalisées, défavorisées. Et quand je parle de majorité marginalisée, je parle des femmes. Parce que les femmes occupent, disons, plus de 50% de la population. Donc ces femmes n'ont pas assez ces services financiers-là. Alors je dirais tout simplement que l'inclusion financière est une politique d'abord, une stratégie, d'accord, et une dynamique pouvant permettre aux femmes en général et les femmes agricultrices en particulier d'accéder à des services financiers proposés par des institutions financières responsables et durables à coût raisonnable. Je vous remercie. D'accord. Alors, docteur Eustache, puisqu'on sait déjà à quoi renvoie, eh bien, on va dire l'expression inclusion financière, eh bien, en est le visage au regard de la femme agricultrice en Afrique? Quel est le visage et la réalité donc de l'accès au financement pour monnayer la chose, de l'accès au financement donc, de la femme agricultrice en Afrique? Merci, monsieur le journaliste. Déjà, il faudrait souligner que l'accès au financement dans le monde agricole est un réel challenge. D'accord. Mais il est davantage pour la femme. Et la femme africaine, la femme, j'allais dire, agricultrice africaine, elle est la plus marginalisée, la plus écartée, la plus exclue du système financier classique. D'accord. Déjà, les chiffres courants révèlent que la femme agricultrice représente 70%, bon, la femme en général, je veux dire en Afrique, représente 70% dans l'économie
dans l'économie informelle. Okay. Donc, mise en marge de systèmes financiers classiques. Parce que lorsque vous n'êtes pas formalisé, vous ne pouvez pas accéder évidemment, au système de financement classique. Voilà. Et le constat est d'autant aggravant, ou bien s'aggrave davantage, lorsque nous savons que les femmes représentent, c'est-à-dire les femmes comptent pour, les femmes agricultrices comptent pour 70% dans la production vivrière, d'accord, 50% dans l'élevage et 60% dans la commercialisation, le commerce des produits en général et pratiquement 100% dans la transformation. Alors, ce constat fait, et vu leur capacité, c'est-à-dire vu leur faible capacité d'accès à certains moyens qui leur permettraient d'accéder à ces services-là, alors il est désolant de constater que ces femmes sont vraiment en marge, sont mises à l'écart quand il s'agit des systèmes financiers classiques. Et cela fait plus mal, d'accord, que nous retenons aujourd'hui. J'espère que ça va changer dans le futur. C'est pour cela que nous sommes là. Que nous retenons que en gros, la femme agricultrice africaine est la plus écartée des systèmes financiers classiques, alors qu'elle joue un rôle primordial dans l'atteinte de la sécurité alimentaire nutritionnelle sur notre continent. D'accord. Vous avez parlé de beaucoup d'obstacles, justement. Peut-être on va en avoir les détails avec Madame Golda. Quels sont justement ces obstacles au financement des femmes africaines en général? Ces obstacles-là à l'accès au financement par les femmes en général et les agricultrices en particulier sont nombreux. Et je tiens à souligner que ces obstacles-là varient par exemple en Afrique selon les pays. D'accord. Entre autres, comme obstacle, je dirais que ces femmes-là, agricultrices, n'ont pas accès aux services financiers en raison de leur statut économique et social. C'est-à-dire que... Pour faire plus clair. Oui, pour faire plus clair. Par exemple, pour obtenir un financement auprès d'une institution bancaire, par exemple, il faut avoir des garanties. On parle des femmes défavorisées, marginalisées, qui ne sont pas économiquement stables, qui n'ont pas une autonomie économique. Alors, comment pourraient-elles offrir des garanties à ces institutions financières? Étant donné que je tiens à préciser que ces femmes-là, il y a un problème de garantie, mais aussi un problème de propriété. Ces femmes, les lois qui régissent le domaine foncier ne sont pas favorables à ces femmes-là parce que déjà, même les terres qu'elles cultivent, elles ne sont pas propriétaires des terres. Elles n'héritent pas des terres. Donc, il y a un problème de garantie lié à leur statut économique et social. Mais aussi, il y a un problème lié, par exemple, à l'information. C'est-à-dire que combien de femmes en général, et en particulier de femmes agricultrices, détiennent l'information, a l'accès à l'information. Par exemple, est-ce qu'elles ont l'accès à l'information quand il s'agit des critères d'éligibilité pour avoir ces financements, des produits financiers, parce qu'il y a un large éventail de produits financiers. Est-ce qu'elles ont l'information selon laquelle tel produit financier correspond à mes réalités, à mes activités, à mes entreprises, etc. Aussi, il y a les barrières relatives aux droits et aussi aux procédures administratives. Ces procédures administratives pour obtenir l'accès à ces financements-là sont très, très complexes et peuvent prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas une liste, bien évidemment, exhaustive des obstacles. Et je vais parler, pour finir, pour ne pas trop monopoliser la parole, de l'éducation financière. C'est-à-dire combien de femmes, déjà, moi, est-ce que je me pose la question de savoir, est-ce que je suis vraiment éduquée assez éduquée financièrement. Et qu'en est-il des femmes dans les milieux ruraux, etc. Et comment gérer mes finances, comment fructifier mes finances, etc. Je vous remercie. Oui, alors je vous fais une question qui tourne autour du même sujet finalement, docteur Eustache. En dehors des difficultés d'accès à l'information évoquées par Madame Golda,
qu'est-ce qui freine l'accès des femmes africaines en général au financement, en fait, un complément peut-être par rapport à tout ce qui a été dit? Merci pour la question. Déjà, elle a souligné des éléments importants que sont le manque d'accès à l'information, d'accord. Elle a parlé des garanties qui est essentielle. C'est surtout cela qui bloque les femmes agricultrices africaines en dehors de leur statut, des groupes de personnes, d'accord, qui n'ont pas des outils d'informatisation appropriés pour pouvoir comprendre les choses. Parce que si nous sommes dans un pays où c'est le français qui est la langue officielle, donc les banques, c'est avec le français. Voilà. Donc ces femmes-là sont généralement, ne sont pas alphabétisées, d'accord, en français. Et donc elles ont des difficultés à accéder à l'information d'abord, avant de pouvoir la cibler, pour savoir quoi faire. Mais c'est vrai, elle a parlé de garantie, mais j'insiste sur cela parce qu'en réalité, les banques demandent des garanties tangibles, c'est-à-dire des avoirs, titres fonciers, consorts, voilà. Alors qu'en Afrique, et surtout, parlant des femmes agricultrices, des femmes rurales, donc, à leur niveau, ce sont plutôt les hommes qui ont plus accès à ce type de propriété. D'accord, c'est les hommes qui héritent des terres, d'accord, qui peuvent produire ces éléments-là pour pouvoir accéder au crédit. Je voudrais bien, avant peut-être de vous passer la parole à nouveau, insister sur le fait que, mis à part tout ce que vous venez de citer, les produits financiers qu'offrent ces institutions financières, les banques ou bien les microfinances et consorts, est-ce qu'ils sont toujours adaptés aux besoins des femmes agricultrices? Ça, c'est une autre question qu'il faut se poser. Absolument. Et c'est essentiel. Parce que quand on aura vraiment pensé à ça, prendre en compte leurs conditions, d'accord, de femmes rurales, leurs conditions de femmes pas forcément alphabétisées, et quand on parle de français, et des femmes qui mènent des activités, parce qu'elles sont on parle de l'agriculture, des activités qui peut-être ont leur risque. Il n'y a pas d'activité sans risque. Le domaine agricole est un domaine particulier, un domaine sensible. Donc il faudrait avoir à disposition des produits qui puissent aller avec ces besoins-là. Donc la question fondamentale qu'on se pose, c'est que aujourd'hui, est-ce que les produits disponibles sont adaptés aux besoins d'une femme agricultrice? Et donc, si ce n'est pas le cas, on doit œuvrer pour que cela le soit. Vraiment l'accès au financement. N'est-ce pas? Je ne sais pas si Mme Golda saura répondre justement à cette préoccupation. Qu'est-ce qu'il en est de cette adaptabilité donc, des produits financiers aux besoins des femmes africaines? Je vous remercie pour la question. Alors, je dirais que l'état d'adaptabilité aux besoins des femmes, oui, aux besoins des femmes, au financement, pour l'accès au financement, est vraiment en déphasage. Les produits, les services financiers proposés sont en déphasage, tant soit peu avec les réalités que vivent ces femmes. Nous avons parlé des garanties, et je reviens là-dessus, parce que les femmes en général, et la femme agricultrice en particulier, n'est pas fonctionnaire. Elle n'est pas détentrice des propriétés des terres qu'elle cultive. Elle ne peut pas mettre en garantie sa fiche de paye, etc., les propriétés, voilà. Alors que les services financiers, pour avoir accès aux services financiers, il faut des garanties, nous l'avons dit et redit déjà, il faut des garanties, mais aussi, nous allons souligner ici que l'adaptabilité est relative aussi au taux d'intérêt demandés par ces institutions bancaires. Les taux d'intérêt qui sont vraiment exhaustifs et qui frisent même l'usure. L'usure qui, entre parenthèses, est punie par la loi. C'est la juriste qui parle. Je vous remercie. Alors, le taux d'intérêt, le fort taux d'intérêt élevé, nous avons parlé des statuts économiques plus ou moins non reluisants de ces femmes-là. Alors, comment est-ce qu'elles pourront faire face à ces taux d'intérêt exhaustifs? Nous avons aussi les courtes échéances. Les courtes échéances qui ne permettent pas à ces... pour solder, qui ne permettent pas à ces femmes-là d'être solvables, à arriver à échéance, ou qui ne permettent même pas d'abord à ces femmes-là d'accéder à ces financements-là. Alors, pour la question de l'adaptabilité, nous sommes là et je pense que nous allons proposer des approches de solutions pour essayer un tant soit peu de corriger le tir.
D'accord. Avant que de parler d'approche de solution avec Dr Eustache, on voit bien que le tableau, hein, ainsi qu'il est peint, draine forcément beaucoup de difficultés pour la femme agricultrice à accéder au financement et donc les conséquences sur son autonomisation. Il doit en avoir beaucoup. Absolument, il en a beaucoup. Et d'abord, le fait qu'elle manque de ressources pour pouvoir alimenter cette activité la freine dans le développement de son activité. Et par ricochet, évidemment, les entrées vont s'amenuiser ou ne sont pas à la hauteur peut-être de ses besoins dans le moment et de ses projections dans le futur en termes de développement. Et ce qui est le plus important, c'est-à-dire ce sur quoi j'aimerais insister davantage aujourd'hui, c'est que nous sommes à l'ère de la gestion durable, d'accord, des ressources pour la production, et nous sommes à l'ère du numérique. Aujourd'hui, on parle de l'agriculture numérique qui demande des outils. Alors, comment voulez-vous que ces femmes-là s'octroient ces outils qui puissent lui permettre de pouvoir raisonner, de pouvoir être efficiente dans la production, alors qu'elle n'a pas assez au financement pour pouvoir s'offrir ces outils-là, ces équipements-là. Donc, d'emblée, le manque de moyens ou la limitation de l'accès au financement de la femme agricultrice africaine et peut-être béninoise en particulier, fait qu'elle ne va pas pouvoir atteindre une autonomie financière à un moment donné. Et donc, elle ne va pas pouvoir s'épanouir parce que pour s'épanouir aujourd'hui, il faudrait se faire les moyens de pouvoir assouvir à ses besoins et de pouvoir satisfaire ses ambitions aussi. Voilà. Et donc, je résume que évidemment, le constat est là, il est clair, les femmes sont impactées négativement par cette faiblesse-là de pouvoir profiter, accéder et bénéficier de ces au service de financement. Le service classique. Service classique, il faut le préciser, mis à disposition. Alors, évidemment, cette question, vous tentiez de l'aborder tout à l'heure, Madame Golda. Comment est-ce qu'on pourrait relever ces défis? Parce qu'on vient de se rendre compte que le tableau, il est assez inquiétant pour la femme agricultrice africaine. Comment est-ce qu'on pourrait relever ces défis et favoriser l'inclusion financière de la femme africaine, spécialement celle agricultrice? Je vous remercie pour cette question-là. Alors moi, je dirais que ces défis-là ne datent pas d'aujourd'hui et que ce n'est pas seulement les femmes africaines qui sont confrontées à ces défis-là. Donc je dirais en quelque sorte que ces défis ont déjà fait objet de solutions sous d'autres cieux. Ailleurs. Oui, sous d'autres cieux. Alors je vais parler de monsieur Mohamed Youssounou, qui a inventé en quelque sorte le microcrédit, le microfinance, et qui a été prix Nobel 2006 de la paix. Alors, je tiens aussi à souligner que ces institutions financières dont nous sommes en train de parler ont des normes qui les régissent, leur installation et tout, leur ouverture. Donc, ils ont des coûts qui sont intrinsèques à leur existence. Donc, ils ne peuvent pas tout le temps, ils ne peuvent pas offrir des services à des populations qui ne seront pas payées ces services-là. Donc, c'est pour cela qu'il y a des palliatifs, il y a des systèmes alternatifs comme les microcrédits, les microfinances et tout, qu'on a déjà essayé. Comme je vous l'ai dit, ce bénéficiaire-là du prix Nobel 2006 avait créé, était fondateur d'une banque rurale qui avait mis en place les crédits bancaires à des femmes dans des zones rurales sans garantie. C'est-à-dire que c'est possible que les femmes aient assez financement-là sans garantie. Et dites-vous bien que... Avec quelle assurance finalement pour la banque? Exactement. Comme mon collègue l'a dit tout à l'heure, il y a des garanties tangibles et des garanties qui sont non tangibles. Déjà, par exemple, si nous contextualisons, nous prenons par exemple notre fêtière, FESECAM par exemple, offre des prêts et à
à ces bénéficiaires-là qui ont montré sur une durée plus ou moins D'accord, longue. de la régularité, Voilà. du sérieux, Voilà. tout ça. De l'épargne, etc., etc. Donc, je disais tantôt que cette banque rurale-là, de ce bénéficiaire du prix Nobel en 2006, a fait, a recouvré ces prêts-là à 98%. Wow. C'est-à-dire que... Sans garantie tangible, il a réussi quand même à récupérer jusqu'à 98%. Oui, exactement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en train de parler ici d'une utopie ou de quelque chose d'irréalisable. C'est quelque chose qui a déjà été réalisé. Donc, on peut faire référence à ça et pourquoi pas... On peut s'en inspirer. Oui, voilà. On s'en inspire d'ailleurs déjà. Déjà. Oui. D'accord. Oui, un complément sur le sujet? Merci. Déjà, je voulais rappeler que, évidemment, cet économiste dont elle parlait, le prix Nobel de la paix, c'est bien Mohamed Younous. Et il a fait beaucoup sur ce chemin-là pour pouvoir briser la barrière, cette barrière-là que constitue le non-accès des femmes en général aux sources de finances classiques. Et bien, sur la question, je voudrais revenir sur les garanties, évidemment. Comme elle a su bien expliquer, apparemment, c'est le nœud. Absolument, c'est le nœud plus important. C'est ça. Le vrai problème. Parce que les femmes n'ont pas accès à la terre, vraiment, n'ont pas de type de propriété. Et donc, ne peuvent pas les valoriser pour pouvoir accéder au crédit. Et donc, il faut trouver des contournements, des moyens pour pouvoir quand même les satisfaire, malgré ce. Surtout vu le rôle prépondérant qu'elle joue. Absolument, parce que 70%, c'est pas petit. C'est pas petit. Dans le monde agricole. Et donc, je voudrais souligner que, évidemment, en contournant ces garanties tangibles, comme elle a dit, on peut mettre en place des garanties solidaires. C'est-à-dire des groupes solidaires. C'est-à-dire, certains groupes financiers le font déjà, mais on voudrait que cela soit amplifié et que cela soit plus à la portée des plus éloignés et des plus démunis. C'est-à-dire qu'elles forment des groupes de femmes où elles sont un certain nombre et elles s'engagent, le groupe s'engage, d'accord, à se porter garant. C'est-à-dire, on leur attribue, on leur accorde un certain montant, d'accord, qu'elles vont se partager selon, maintenant chacun va payer sa part. Mais si jamais quelqu'un arrivait à être incapable de pouvoir s'en payer, les autres doivent pouvoir payer à sa place. D'accord. C'est le groupe qui répond. Voilà, donc c'est une caution solidaire. Absolument, donc le groupe solidaire. Également, on peut aussi agir pour corriger la chose. L'État peut aussi agir en mettant en place, comme tout à l'heure, cela sortait d'une question tout à l'heure, je voulais revenir là-dessus. L'État pourrait porter garant. Vous le demandiez. Qui serait alors le garant? L'État peut se porter garant, d'accord, pour ce groupe de femmes-là. L'État peut dire, voilà, constituer des groupes, je me porte garant pour le financement de vos projets. Faites tout pour... C'est un peu comme ce qu'on a essayé de mettre en place ici au Bénin en termes de microfinance aux plus pauvres. D'accord. Donc l'État peut le faire dans le milieu agricole. De façon plus spécifique, de façon plus rapprochée des bénéficiaires. Donc l'État se porte garant pour ces femmes-là, et donc évidemment ce ne sera pas à tout venant, ce sera forcément ceux qui sont vraiment praticiennes d'une activité et celles qui ont fait peut-être des preuves de leur assiduité dans le domaine. Mais je voudrais aussi, si vous le permettez, on va finir. Voilà, insister également sur l'implication, je l'ai dit déjà, l'État a le devoir de pouvoir se porter garant. Mais également, il faudra qu'on puisse beaucoup plus utiliser les moyens qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire les réseaux, c'est ça, les TIC, ça facilite beaucoup les transactions. Donc, on peut déjà, nous saluons déjà l'effort qui est fait au Bénin, par rapport à ça particulièrement, mais on peut faire davantage. Et surtout pour ce groupe de femmes-là qui se trouvent dans nos contrées reculées. D'accord. On est déjà à la fin, malheureusement, de ce plateau. Madame Golda, qu'est-ce que vous auriez souhaité qu'on retienne en 30 secondes? J'aimerais faire un apport. Tout à l'heure, il a parlé de digitalisation. C'est déjà une réalité au Bénin avec la FinTech. Donc, alors, je dirais que l'inclusion financière est très importante à l'ère de la mondialisation. Et parce que l'inclusion financière permettrait d'abord à toutes les femmes en général, mais aux femmes agricultrices en particulier, d'être autonomes économiquement. Et en plus de pouvoir initier
d'accord, initier des projets, développer des projets agricoles prospères. Je dirais même que cette nécessité-là d'inclure financièrement ces personnes marginalisées, exclues, répond aux besoins des objectifs de développement durable. Merci beaucoup à vous, Madame Golda. Oui, en 10 secondes. D'accord, merci. Fini. Je veux seulement dire qu'il y a des actions à mener autant au niveau des institutions financières et aussi de l'État. Donc, les premiers, c'est-à-dire les institutions financières et les banques, vont pouvoir assouplir les conditions et aussi adapter leur offre aux besoins de ce groupe cible-là. Également, l'État doit plus aller dans le sens de porter garant pour cette marge de... Pour favoriser un peu une discrimination positive. D'accord, si vous le voulez, puisque c'est d'actualité. C'est d'actualité, justement. Tout à fait. Donc, l'État doit pouvoir se constituer garant pour ce groupe-là, afin de pouvoir soutenir la sécurité alimentaire nutritionnelle à la fin. Merci beaucoup à vous, Dr Eustache Pochemin. C'est Pochemin ou Pochemin? Pochemin, d'accord. Agronome spécialiste en phytotechnique, amélioration des plantes, sciences et semences. Vous êtes militant également pour les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle, puis de résilience vis-à-vis des changements climatiques. Absolument. En face de vous, donc, Madame Roudanan Golda, juriste de formation, consultante en droit, passionnée donc des questions liées à la paix, aux gens et à l'environnement. On abordait donc la question de l'inclusion financière des femmes agricultrices. On finit plutôt bien, on finit plutôt bien. En Afrique, quelle approche? J'espère que les uns et les autres en auront pris de la graine pour ce qui a été dit au travers de ce plateau. C'était l'actu décalé du jour, c'était Matin d'Éden. Demain, pour un numéro encore plus plaisant, plaisir, Maurice Agua sera à la présentation. Participation, bonne célébration donc, de la Journée internationale des femmes, à toutes les femmes qui nous suivent et aux hommes aussi, puisqu'elle concerne les hommes aussi, cette célébration. Donc, bonne fête à vous. Merci. Bonne fête à vous. Merci. Et bonne fête à moi, puisque demain, c'est mon anniversaire. Bonne fête. Au revoir.